Le Monde a lâché une dinguerie sur Emmanuel Macron. Mais c'est un truc de dingue. Je sais même pas comment ils peuvent sortir ce genre d'article sans tremper sans faire du beurre avec les fesses, sans faire bravo avec les fesses. Et au-delà de ça, je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit personne va en parler. On va faire 2 lignes à gauche à droite et on va passer à autre chose. Emmanuel Macron, une certaine idée du pouvoir, il y a des trucs de fou dedans. Notamment des soirées qu'il organise à l'Élysée à base de grands polices départementales et grandes tares qui perdent. Vous avez rien compris, hein. Et si je dis ces mots-là, je me fais démonétiser. Donc déjà en soutien, merci à vous. Attention, please. L'article est assez dingue, malheureusement, il est payant. Mais il y a quelques extraits qui ont fuité sur Internet et c'est ce qu'on va voir tout simplement. Juste celui-là, le Boys Club a installé au palais une atmosphère de chambrée. Avec eux, on est loin du sacré et de la transcendance. Le soir venu, le président les retrouve pour se distraire après des journées harassantes. Petite police départementale, grande. Je sais même pas comment le dire ce mot-là, j'ai pas de synonyme à ce mot-là. Grande plage. Bref, on va lire ça plus en détail. Et quelqu'un a mis ça. Alors. Enquête. Le président et son double. Alors que la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale a provoqué une crise politique majeure, Le Monde revient dans une série d'articles sur l'évolution déroutante du chef de l'État. Le 16 novembre 2016, un couple, lunettes de soleil et pantalon en cuir pour elle, costume noir cintré et fine cravate assortie pour lui, se glisse incognito sous le portail central et les voussures de la basilique Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, juste après s'être déclaré candidat à l'élection présidentielle à Bobigny. Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte, ont filé à quelques kilomètres de là, sans prévenir personne, saluer les tombeaux des 43 rois de France, sous la lumière d'hiver filtrée par la rosace du bras sud. Le futur président caresse le marbre blanc des gisants. À chaque prise de pouvoir, sa scène originelle Saint-Denis est le creuset du passé royal du pays, le lieu par excellence du récit national. D'autres candidats à la présidentielle, amoureux de l'histoire longue, ont d'ailleurs précédé Emmanuel Macron pour puiser un morceau de légitime dans ce pôle magnétique des ambitions monarchiques. François Mitterrand avec la mère de Mazarine, Anne Pinjot, à l'automne 1980, Jean-Luc Mélenchon, en douce, en 2012. Ce jour de novembre 2016, les journalistes et l'écrivain Mbended, l'écrivain embarqué, j'imagine, Philippe Besson, alors attelé à l'écriture de son livre Un personnage de roman de chez Julliard, ont raté l'escapade d'Emmanuel Macron. Mais sur le chemin du retour, le candidat confie à son premier admirateur, le journaliste blogueur Bruno Roger Petit, le sens de cette visite à Saint-Denis. Au milieu des pierres qui parlent, se retrouver seul en son destin. Une part de mystique doit envelopper le grand parcours, a toujours pensé Emmanuel Macron. Depuis que je suis entré dans le champ politique, je vis mon aventure comme une mission. Il y a quelque chose qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Sur les images enregistrées en 2016 au Touquet, à Pas-de-Calais, par le réalisateur Pierre Hurel dans son documentaire « Ainsi soit Macron » en 2017, c'est un jeune homme au regard habité qui parle. Cette même année, 2016, il a aussi fait des pieds et des mains auprès des sénateurs écologistes des Hauts-de-Seine, André Gattolin, pour rencontrer le Dalai Lama à Paris et patienter 2 heures durant dans le hall de l'hôtel Intercontinental où était logé le chef spirituel des bouddhistes du Tibet. La rencontre la plus importante de ma vie, après Brigitte, l'a entendu dire le sénateur. Montjoie Saint-Denis. Pourquoi des républicains vont sur la tombe des rois? Non mais c'est juste une nouvelle caste. Hein. Le président, il se voit comme un roi. Hein. C'est juste des nouvelles castes. Le Boys Club a installé au palais une atmosphère de chambrée. Avec eux, on est loin du sacré et de la transcendance. Le soir venu, le président les retrouve pour se distraire après des journées harassantes. Petite police appartementale, grande plage d'hommes.
C'est comme ça. Voilà comment ils se parlent. Par texto et autour de leur whisky japonais ou écossais. Le favori du président est le Lagavulin, 16 ans d'âge. Il est pas mal, le Lagavulin. Il est pas mal. Après, partez pas dans des délires. Hein. Le Lagavulin, 16 ans d'âge, la bouteille, elle doit coûter 100 balles, hein, 150 balles. C'est pas... Sachant que Macron veut faire un espèce de truc standing ultra... Et ça va. Entre deux imitations d'acteurs des années 60 et des citations de Michel Audiard du 15 millième degré, explique Jonathan Guémas, embarrassé, ils ont quelques cibles préférées. Conseiller de Gabriel Attal quand il était Premier ministre, Louis Jubelin assure que l'Élysée avait baptisé Matignon la cage aux folles. Proskinaise. Alors j'ai pas la référence de Proskinaise. Qu'est-ce que c'est la référence de Proskinaise? Quelqu'un sait? Littéralement envoyer un baiser vert et un rituel qui fait référence au geste traditionnel. Ah d'accord. Depuis plusieurs mois, des Chiraciens et des Sarkozystes de la première heure, Pierre Charon ou Thierry Solaire, passent dîner à l'Élysée, souvent après une remise en décoration. Ils ont des solides silhouettes d'amateurs de cuisine canaille et toujours une bonne anecdote au coin des lèvres. Au président, il raconte des histoires de la 5e que les petits jeunes en costume slim ne connaissent pas. À son tour, Pierre Charon a présenté l'acteur Christian Clavier au chef de l'État. Encore des dîners où les convives rejouent les films de Jean-Marie Poiret. Comment s'appelait déjà le général russe dans Twist Again à Moscou? Boris Ilitch Pikov répond en premier Emmanuel Macron. Bravo! Applaudit la petite assemblée autour du chef de l'État. L'esprit de cour perdure. Bon, on dirait vraiment les films de roi, de KPDP, avec les bouffons autour du roi, et quand le roi donne une bonne réponse, ils sont tous en mode « Ah, c'est génial !» J'imagine quand Macron sort une blague, tout le monde est mort de rire. Les gens rampent sans même que leur demande, et ensuite... les gens rampent sans même que je leur demande, et ensuite, je passe pour un dictateur. S'est amusé un jour le président de la République devant Stéphane Bern, nommé en 2017 à la tête de la mission Patrimoine en péril. Et commentateur attitré des cérémonies majeures du règne. Le 7 décembre à Notre-Dame, c'était lui. Cet amoureux des princes et des monarques lui a raconté la cour au temps du roi Soleil. Rien de bien différent, au fond, de ces ministres très politiques qui, pour parvenir à leur fin, commencent leur laïus par « Monsieur le Président, vous avez eu raison de décider comme si » ou « Monsieur le Président, vous n'avez pas eu tort, finalement, de croire que ». Autre forme d'allégeance, les postures, les poses, les gestes, même quand le roi perd de sa superbe. Lors des dîners officiels, les convives n'osent pas protester lorsque Emmanuel Macron passe derrière eux, masse les épaules de l'un, attrape la nuque de l'autre, lui qui déteste qu'on le touche. Il assoit son pouvoir, quoi. Touche, ils se plaignent pas. C'est fou, hein? C'est ouf. Là, c'est ouf. La fonction présidentielle réclame de l'esthétisme et de la transcendance, disait aussi Emmanuel Macron durant sa première campagne. Aujourd'hui encore, dès que l'occasion se présente, il fait référence à la longue chaîne de ceux qui ont gouverné la France avant lui. Le 7 décembre, dans la nef de Notre-Dame sublime, restaurée et devant les grands de la planète, il a rappelé que 11 rois de Saint-Louis à Louis XIV avaient vu construire la cathédrale l'espace d'un après-midi historique. Les Français ont presque oublié que ce jour-là, il n'avait plus de Premier ministre et que le pays était plongé dans une crise noire. Depuis 2017, un mandat et demi, les catastrophes ont été nombreuses. La pandémie du Covid-19, le terrorisme islamiste, la guerre dans l'Est de l'Europe, le tsunami des populistes et de la post-vérité, cette arme de destruction massive désormais partagée par des dirigeants autoritaires de Washington à Moscou, c'est pourtant bien le choix brutal d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale le 9 juin qui a provoqué ce chaos inédit depuis 1962 et qui menace de virer à la crise de régime. C'est pas déjà la crise de régime? Pourquoi cette folie? Depuis l'été, éditorialistes et politologues s'improvisent psychanalystes. Tant de décisions imprévisibles, tant de propos indéchiffrables chez le chef de l'État. Étrange atmosphère. Surgi à 39 ans, vantant le nouveau monde et de la Startup Nation, le plus jeune président de la 5e République s'est savamment lesté d'histoire et de sacré. Mais comme dirait Borges, dans chaque homme, il y a toujours deux hommes. Et le plus vrai... C'est une sodomie, ça, non? Et le plus vrai est parfois l'autre.
Il y a le Macron vif, ultra rapide, hypermnésique. Hypermnésique, qu'est-ce que c'est que ça encore? Arrêtez d'inventer des trucs. Hypermnésique. Du grec avec excès de mémoire. Appelle également exaltation de la mémoire, se caractérise par une mémoire autobiographique, extrêmement détaillée et un temps excessif consacré à se remémorer son passé, pour certains et beaucoup de temps pour construire son futur pour d'autres. Je sais pas, j'aurais dit nostalgique, à la limite. Qui réussit avec... Ouais, nostalgique mais narcissique. C'est un mélange entre nostalgie et narcissisme, d'après ce que j'ai compris. Qui réussit avec brio la reconstruction de Notre-Dame. J'aime bien, c'est Macron qui a reconstruit Notre-Dame. Avec brio. Et ça a pris 5 ans, alors que ça aurait dû prendre 6 mois. 1 an, à la limite. Il a rien fait. Il a réussi avec brio la reconstruction de Notre-Dame, le déconfinement après le Covid-19. Ah oui, c'est ce que Macron pense, j'imagine, dans sa tête. Ouais. Fait reculer le chômage, lance l'emprunt européen. Ah oui, d'accord, c'est ce que Macron pense de lui-même, en fait. Ok, oui. Et le Macron impulsif, orgueilleux, narcissique, à s'exonérer des usages et des institutions et persuadé de pouvoir accomplir par lui-même des miracles avant de se cogner au réel. Le Macron en majesté, celui que l'on connaît moins, soucieux de protéger ses secrets et de décider seul, en sa forteresse de l'Élysée, le président et son autre. Sur ses tempes, les pattes ont blanchi, des rides sont apparues, même son corps s'est transformé, jusque-là il apparaissait dans sa fraîcheur juvénile, il cultive désormais l'image de sa puissance. Sa photographe officielle, Zozik de la Moissonnière, poste sur les réseaux les clichés musculeux d'un président concentré sur son punching ball, truqué par image de... il n'y fait ni à faire, hein, le Photoshop était dégueulasse. Biceps travaillés des heures durant dans la salle de boxe de l'Élysée, jusqu'à l'épuisement. Il cogne pour se défouler, puis retourne travailler, sans que nul ne connaisse l'exact emploi du temps de sa journée. C'est une anomalie dans la démocratie, cet agenda officiel du président qui n'est plus publié à l'avance, contrairement à l'usage. Impossible dans ces conditions de savoir avec certitude qui le chef de l'État s'apprête à recevoir, ni même où il se trouve. Sur le site de l'Élysée s'affiche souvent la même formule. L'agenda du président est en cours de mise à jour. Derrière les grilles du palais, une étrange atmosphère s'est installée. Tout se fait petit à petit. D'abord, la bande des débuts, celle qui avait éclos au Parti socialiste et transformé l'essai d'En Marche en hold-up électoral, s'en est allée. Ce n'est pas un détail, les Mormons, comme on appelait alors cette bande soudée et un brin austère, pouvaient dire en face à leur chef de file « Franchement, tu déconnes ». Depuis, Ismaël Émilien a été recruté par le groupe LVMH avant de créer une start-up offrant aux plus fortunés parcours de soins et de check-up complet dès 18 ans. Sibeth Ndiaye est secrétaire général du groupe Adecco. Le leader de l'intérim, Sylvain Faure, lui est aujourd'hui conseiller muséal du prince héritier des Émirats arabes unis à Dubaï. Du Macron des origines, seul ou presque demeure Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, autour duquel s'affaire une équipe d'impeccables conseillers issus de la haute administration professionnelle, bosseurs chargés de préparer les dossiers du président, dans une organisation au cordeau. Voilà 10 ans qu'ils accompagnent le président et jouent le rôle d'un partenaire, longtemps on l'a surnommé le jumeau, la doublure ou l'alter ego. Il a perdu pied. D'après l'allure de technofroid, Alexis Kohler fait aussi de la politique. Certains se souviennent qu'en pleine crise des Gilets jaunes, il s'était opposé à Emmanuel Macron, l'empêchant d'augmenter le SMIC pour rehausser plutôt la prime d'activité. Régulièrement, la presse annonce Alexis Kohler partant, mais il est toujours là, dans ce palais qui se vide peu à peu. La lumière de son bureau allumée jusqu'à point d'heure, il a encore besoin de moi, glisse-t-il en octobre à un confident. Pourtant, pour la première fois, avec la dissolution, il a douté. Lui qui accueille d'ordinaire avec sang-froid et un humour pince sans rire les audaces du chef de l'État s'est inquiété. Il a perdu pied. L'ont entendu soupirer plusieurs témoins. Alexis Kohler se méfie plus que jamais d'un autre groupe de conseillers, une petite bande aux allures de boys club, Béni Oui Oui, dont l'obsession est de limiter l'accès au président et qui parfois lui nuisent. Ils fourbissent des coups, règlent des comptes avec leurs rivaux de l'Élysée et en oublient parfois d'expliquer sa politique. Parmi eux, le conseiller spécial Jonathan Guémas, ex-plume désormais chargé de la communication et de la stratégie du président, ou son prédécesseur et ami Clément Léonarduzzi, reparti chez Publicis, mais jamais loin de l'Élysée. Leur mission, construire le récit du décennat, résume Jonathan Guémas.
C'est la feuille de route délivrée par le chef de l'État, venue de la publicité ou de la communication d'entreprise. Ils ont bien plus d'influence que leurs 2 collègues chargés de la politique et du Parlement. Avant Emmanuel Macron, le président élu arrivait à l'Élysée avec des compagnons de route qui le connaissaient par cœur et savaient donner de la chair à l'épopée présidentielle. Eux enchaînent les formules, mais depuis la dissolution, celle-ci sonne particulièrement creux. Dans son bureau, où il reçoit la presse pour parler du patron, le normalien Jonathan Guémas cite le philosophe Jürgen Habermas et Denis Diderot disserte sur le tapis affectif qui manquerait à Emmanuel Macron et lâche comme un scoop: sa fleur préférée est le saxifrage qui se ferait un chemin dans la fissure du rocher. Sur le désordre actuel, ses conseillers ont rodé un discours tout prêt. La dissolution de juin a ouvert l'an 1 de l'ère d'une culture de coalition à la française. Il est incroyable cet article. Pilier de ce petit groupe où les filles n'ont pas leur place, ou si peu, l'ex-journaliste Bruno Roger Petit, sourire blasé, démarche flegmatique est devenu au fil des ans l'un des visages de l'Élysée. Premier arrivé en 2017, ou presque, il a promis à Emmanuel Macron d'inscrire sa geste dans la mémoire nationale comme Mitterrand, et rêve d'écrire un livre dont le titre serait « C'était Macron », en référence au « C'était de Gaulle » de Fayard. D'Alain Pierrefitte. « Je serai celui qui éteindra la lumière », prévient-il autour de lui. Certains y entendent une menace. À l'Élysée, ses ennemis le surnomment Tilius Detritus, le sinistre sémeur de zizanie dans la BD Astérix et Obélix. C'est Bruno Roger Petit qui a présenté au président son copain, Geoffroy Lejeune, l'ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, devenu celui du journal du dimanche de Bolloré. Lui aussi qui a déjeuné en secret avec Marion Maréchal dans une salle à manger du Dôme, une brasserie du quartier de Montparnasse à Paris. Lui encore qui a annoncé avant tout le monde la dissolution surprise à la vedette de la chaîne CNews, Pascal Praud. Lui qui a comparé cette décision à la fête de la Fédération de 1790 sous Louis XVI. Cet été, il a connu plusieurs semaines de disgrâce. « Je vais le virer », a promis Emmanuel Macron à quelques intimes. Le temps passe et Alexis Kohler s'étonne en petit comité. On lui a coupé l'eau et l'électricité, mais il est toujours là. L'attention portée aux chiens du palais reste aussi un indice du degré de courtisanerie des uns et des autres. Il y a quelques semaines, au milieu des labradors et des lévriers Tazi, avec un T, s'il vous plaît, un invité de passage a ainsi assisté, médusé à cette scène qu'aurait pu croquer Saint-Simon à Versailles. Bruno Roger Petit jouant à 4 pattes avec l'un des chiens dans un salon de l'Élysée. Pour décrire ces savants balais, le directeur du cabinet d'Elisabeth Borne, puis ministre de la Santé Aurélien Rousseau, parlait en riant de proskinèse, un rituel de prosternation de la Rome antique destiné à s'assurer les faveurs de l'empereur, le régent Dieu. J'ai des images de films de KPDP de royauté française où t'as vraiment la cour du roi bouffonne qui est à 4 pattes devant le roi pour pas perdre leurs avantages. Ou juste ils sont tous tellement déconnectés et tellement défoncés que... Enfin, c'est ça qui nous gouverne. Hein. On se demande pourquoi le pays va mal. En fait, depuis la Révolution, rien n'a changé. Hein. Ça s'appelle République, mais la monarchie est toujours là. La caste est toujours là. Petite punition et grosse humiliation. Au fil des ans, la Cour connaît son lot de défaveurs, mais rien ne se dit jamais en face. La marque d'Emmanuel Macron est de gérer les disgrâces par le silence. Il n'expulse pas, il efface, il ghost. Bon, il cancel quoi. Jean-Pierre Jouyet, par exemple, l'un de ses parrains à l'inspection des finances, sous François Hollande, ce dernier avait insisté pour que le jeune Macron devienne secrétaire général adjoint de l'Élysée. Mais du jour au lendemain, une fois nommé ambassadeur de France à Londres, plus un appel, plus un message, aucune réponse à ses mails et textos. En 2018, profitant de la préparation d'un sommet franco-britannique, il finit par s'en ouvrir à l'intéressé. « Emmanuel, je t'ai envoyé des messages. T'es sûr ? Oui, et des emails. » Emmanuel Macron assure n'avoir rien reçu. Jouyet est blessé. Le directeur de la rédaction du Point, Étienne Garnel, a connu pareille disgrâce. Le journaliste avait noué depuis une vingtaine d'années un lien étroit avec Emmanuel Macron, dans les traditions de son maître Olivier Gisbert, confesseur de Mitterrand et de Chirac. La rotonde, ou la cagouille, des restaurants du quartier de Montparnasse accueillait leurs repas arrosés au pinot noir. Rire, confidence, bons mots, réflexion,
Sur le monde et méchanceté en tout genre, Guernel remplit ses carnets. Mais un jour de février 2019, alors que le président a confié son souhait d'imaginer des procédures de vérification de l'information dans les médias, le directeur de l'hebdomadaire libéral étrit cette idée, orwellienne, dans un édito au scalpel. Macron, ou la tentation de la Pravda. Au palais, le couperet tombe, l'impudent est privé de déjeuner. La belle cancel culture. C'est tu m'écoutes ou tu crèves. Depuis quelques mois, petites punitions et grosses humiliations se multiplient. Après les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet, l'Élysée envoie une lettre circulaire à tous les députés qui se sont désistés face aux candidats d'extrême droite. Curieusement, l'ex-député et président du groupe En Marche, Gilles Legendre, en est destinataire. Pourtant, le chef de l'État, qui n'avait pas apprécié ses critiques, ne l'a pas investi. Et il a dû laisser place à un protégé de la maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati. Au feutre, Macron a rajouté « Mon cher Gilles, en toute amitié ». Ça, ces gens qui vous disent « Ah, franchement, je te le dis comme un ami, hein, je t'aime bien, mais... Ouais, bah ta gueule. » Les gens qui disent « Franchement, je te le dis honnêtement, hein, comme un ami, hein, parce que je t'aime bien. Hein. » Ouais, c'est ça, bah ta gueule. Les gens qui commencent des phrases comme ça, ça m'intéresse pas. Emmanuel Macron sait comment rabaisser et mortifier. Que penses-tu de Julien de Normandie ou de Gabriel Attal, demande-t-il, en début d'année, à sa première ministre Elisabeth Borne. À peine démise de ses fonctions en septembre, c'est à Gabriel Attal, nommé, puis soigneusement tenu à l'écart de la dissolution, qu'il suggère de trouver un successeur. Ça t'ennuierait de recevoir Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve pour me donner ton avis? Pour son départ, il offre à ce même Gabriel Attal l'album photo de ses 6 mois au ministre de l'Éducation et de son passage à Matignon. À l'intérieur, un cliché saisi du 9 juin par sa photographe officielle, celui où le président annonce la dissolution à ses troupes. Convoqué à l'Élysée, on y voit Gabriel Attal, bras croisés, œil noir plongé dans celui d'Emmanuel Macron, encaisser la décision qu'il le chasse de fait de Matignon. Cruel cadeau. Ce jour de la dissolution, l'autre Macron apparaît en pleine lumière. Le président met en rage ses plus solides soutiens. Pris de court comme tout le monde, alors qu'il a dîné la veille avec le chef de l'État, le patron du groupe de luxe, LVMH, Bernard Arnault, est si furieux qu'il décroche son téléphone. L'homme d'affaires et essayiste Alain Minc se met à courir les plateaux pour expliquer qu'Emmanuel Macron est victime d'une griserie autosuffisante et qu'il ne s'entoure que de médiocres, car il faut qu'il n'y ait qu'un seul soleil dans la pièce. Ces nouvelles colères viennent s'ajouter à de plus vieilles rancœurs, des projets de vengeance sourdissent ici et là. La veuve de l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, songe ainsi à écrire un livre. T'as l'impression qu'ils ont 90 ans, les mecs. Ah ouais, t'as dit ça? Attention, je vais écrire un livre, hein. Fais un TikTok, fais une chaîne YouTube. Le 29 novembre 2023, lors de l'enterrement de son mari dans la cathédrale Saint-Jean à Lyon, elle avait déjà donné un indice de la tonalité de son futur opus. Sous le regard gêné des participants, Caroline Collomb avait refusé de se lever et de serrer la main d'Emmanuel Macron. Ce type se prend pour un seigneur. Premier des marcheurs, le socialiste Gérard Collomb avait tout donné à Emmanuel Macron. Sa bénédiction, son crédit, des parrainages, par dizaines. Pas plus que son mari, Caroline Collomb n'a supporté qu'un président clamant haut et fort qu'il lui devait tout. Le laisser se moquer par ses troupes dans son dos, certains à l'Élysée le surnommaient son Altesse Sénilissime. Ça me rappelle des histoires aussi. J'ai donné tout à plein de monde et qui t'ont chié à la gueule. Mais bon, c'est la vie. Un an à peine après son arrivée place Beauvau, Gérard Collomb démissionne. Mais j'écrirai un livre un jour. Un an à peine à son arrivée place Beauvau, Gérard Collomb démissionne. Mais lâche avant de quitter Paris quelques vérités bien senties à propos d'Emmanuel Macron. Ce type se prend pour un seigneur, c'est ça le problème de fond. Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir encore lui parler. L'agrégé de lettres classique avait ajouté. En grec, il y a un mot qui s'appelle hubris. L'orgueil, la démesure. C'est la malédiction des dieux, les dieux aveugles, ceux qui veulent perdre. D'un coup, en ce début d'hiver, la prophétie de Gérard Collomb prend corps. Alors que la fin de son mandat approche, 2027 au plus tard, deux spécialistes des présidents de la Ve République, la journaliste Catherine Ney et l'historien Éric Roussel de l'Académie des sciences morales et politiques, biographes prolifiques de Charles de Gaulle, Pierre Mendès France, Georges Pompidou, Jean Monnet, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, se sont mis au travail. Tout a été si vite, tout s'est si brusquement,
retourner. Devant l'Élysée, d'énormes barrières de police barrent encore et toujours la circulation de la rue Faubourg-Saint-Honoré à l'hiver 2018. Les gilets jaunes avaient failli prendre le palais. Un des traumatismes du premier quinquennat. Je me rappelle, hein, il a failli fuir en hélicoptère. C'était ouf, le mouvement des gilets jaunes du premier mandat. On s'en souvient plus. Hein. Au dos de leur chasuble fluo, ils affichaient leur doléance sur la vie chère, le SMIC, l'ISF, et des portraits d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron avec des slogans « Mort au roi »,« Louis XVI, on l'a décapité »,« Avec Macron, on peut recommencer »,« La France des ronds-points », à garder en tête les références monarchiques distillées au début de son premier mandat, mais à chaque occasion, elle les retourne contre lui. De l'imagerie royale, les mécontents ont gardé le symbole de la guillotine à la cérémoniale du sacre. D'ailleurs, les gilets jaunes, ça s'est terminé. Il s'est passé quoi? Rien. Il y a eu des avancées? Rien. Il y a quelque chose qui a changé? Rien. Encore pire. Mais bon. La grogne s'est tarie. On s'est habitué. Il est désormais l'un des présidents les plus impopulaires de la Ve République depuis Chirac et les grandes grèves de 95. Dans le sondage et les enquêtes qualitatives, l'Élysée découvre depuis la dissolution qu'Emmanuel Macron est jugé insaisissable, imprévisible et donc dangereux, anxiogène. Face à ce désamour, le chef de l'État s'isole de plus en plus secret. Il s'enferme, il verrouille. Même Alexis Kohler et Brigitte Macron s'en inquiètent. Il n'écoute plus personne, a confié cette dernière, son épouse, à plusieurs interlocuteurs. Le déni est entier. La dissolution, un jour on verra que c'était un coup de maître sans tête Emmanuel Macron. Ceux de son camp qui ont rallié le gouvernement Barnier. Des drôles, sa responsabilité dans la chute du Premier ministre 3 mois après sa nomination, nulle. Une démission en mars 2019. En mars 2019, en recevant 8 heures durant plusieurs dizaines d'intellectuels français, Emmanuel Macron avait brillamment disserté sur les crises démocratiques et les circonstances dans lesquelles, selon lui, un président de la République doit s'en aller. Il ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'était l'idée que je m'en fais. C'est ce qu'il disait à l'époque. Pareil, vous vous souvenez de la grande tournée des villes et des villages français? Il en reste quoi? Rien. Tout ça, c'est du blabla pour faire patienter, en fait. Et t'as des couillons qui disent « Ouais, mais non, regarde, il a discuté avec nous, c'est bon, il a pris en compte. » Ouais, il a pris en compte. Bien. C'est quoi la célèbre phrase, là? C'est Coluche qui disait ça? La différence entre monarchie et république? C'est pas déjà la célèbre phrase pose toujours, tu m'intéresses? Non. Parle toujours? Non. Quelqu'un s'en souvient? Ça vous dit quelque chose? À ce moment-là, à l'Élysée, c'était le Macron en représentation magistrale, philosophe tout en majesté. L'autre Macron n'a pas utilisé les mêmes mots. Le 3 décembre, veille de la censure du gouvernement, la poignée de journalistes appelés à suivre son voyage officiel en Arabie Saoudite l'interroge, hors micro et caméra. Et pourquoi hors micro et caméra? On devrait lui péter les rouleaux jusqu'à ce qu'il réponde? Mais bon, si tu veux être journaliste d'Emmanuel Macron, t'as intérêt à juste recueillir ce qu'il a envie de dire, en fait. Ce qui réclame... Il perd son calme. Une exception chez lui, tout en maîtrise, se redresse et doigt levé, coude sur les genoux, comme ça, s'énerve. Ceux qui réclament ma démission sont la proie des idées fixes, les victimes de leurs propres obsessions. Cette fois, le double du président est allé chercher sa réplique chez Raoul Wolfoni, le truand fort en gueule des tontons flingueurs. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Non, non, putain, c'est qui a... Je me rappelle plus, attends. On va demander à ChatGPT, il va la retrouver. J'arrive plus à me souvenir de qui avait dit cette phrase qui comparait la monarchie à la République. Et en fait, la citation disait quelque chose. La monarchie, c'est blablabla, alors que la République, c'est blablabla. Et en fait, à la fin, c'est exactement la même chose. Parle. Non, c'est pas ça. Oui. Non, non, je crois que c'était un humoriste.
Ah, je vois. Il s'agit probablement d'une citation de Coluche. Il avait un style très incisif pour comparer la monarchie et la République. Une de ses célèbres phrases est « La différence entre la monarchie et la République, c'est qu'en monarchie, c'est un seul type qui vole tout le monde. En République, tout le monde peut voler. » Elle est pas mal, celle-là. Cela correspond peut-être à ce que vous avez en tête. Elle est pas mal, celle-là. C'est pas celle-là vraiment que je pensais, mais elle est pas mal, celle-là. Mais la citation, à la base, c'était, je crois que ça se terminait par... en République, c'est « cause toujours », alors qu'en monarchie, c'est « on vous entend pas ». Je sais pas, un truc comme ça. C'est ça que j'aime bien avec ChatGPT, c'est que tu peux discuter comme presque un humain, en fait. Ah, je comprends mieux. C'est ça qui est fou. Hein. C'est quoi cette voix? Ouais, je sais pas pourquoi il a pris cette voix. Je sais pas pourquoi il a pris cette voix. Il y en a dans le chat qui l'a donné? Ah merde. Où ça? Merde, j'ai pas vu. Elle est dans le chat. Ouais, mais vous êtes beaucoup dans le chat. La dictature, c'est fermer ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu pourrais me redonner la citation de Coluche qui dit la dictature, c'est fermer sa gueule, la démocratie, c'est cause toujours? Plus haut, plus bas, plus bas. Attends, vous avez cru qu'on était dans Hugo Délire? Non, non, me sortir la citation, pas de la retenir. Ah ouais, non, mais c'est tout ça. Je crois qu'il était plus long la citation, mais c'est ça. Est-ce que tu pourrais me donner un avis sur la dissolution d'Emmanuel Macron et sur la situation en France en prenant l'accent marseillais? Ah, ma foi, avec l'accent marseillais, ça donnerait à peu près ça. Oh, peu cher. Alors là, Macron qui parle de dissolution. Ah, il le fait pas. Ah oui, il faut que je passe en vocal, c'est pas grave. Faut que je passe en vocal. Mais c'est marrant en vocal. Quand il prend l'accent marseillais, quand il prend l'accent québécois et tout, c'est rigolo. Bref, c'est vrai que j'ai pas terminé la vidéo, moi. Évidemment, il y aura rien. Cet article est désastreux. Entre guillemets, vous allez dire, mais on le savait déjà. Mais comment il peut continuer à exercer? Elle est là la différence. On est dans une fausse république, hein, dans une fausse démocratie. On est dans une monarchie. Une monarchie 2.0 qui ne dit pas son nom.